y a-t-il un héros dans Hernani? Alors, y en a-t-il un, Hernani, qui est le personnage éponyme, celui qui donne son nom à la pièce, ou y en a-t-il quatre? Ceux qui correspondent à l'un des sous-titres de la pièce, Tres para una, 3 autour d'une, ce qui fait 4. Il y en a un principal, bien sûr, c'est Hernani. Pourquoi lui? Parce qu'il est le jeune premier, un jeune premier comique et un jeune premier tragique. Jeune premier comique parce que jeune premier de comédie, celui dont on espère qu'il va pouvoir épouser la jeune première, celui pour qui l'on s'intéresse, on disait s'intéresser pour un personnage, c'est-à-dire s'identifier à lui et avoir envie que sa quête soit victorieuse. Donc on s'intéresse pour Hernani, et pour Doniasol, on a envie qu'il réussisse à vaincre les obstacles, et ils y parviennent puisqu'ils finissent par se marier. Hernani est héroïque aussi parce qu'il est courageux, parce qu'il va jusqu'au bout de son destin, parce qu'il n'a peur de rien, parce qu'il défie le pouvoir, parce qu'il a le sens du sacrifice. Mais Hernani n'est pas un héros entièrement positif. Si vous vous demandez s'il faut imiter Hernani, la réponse est évidemment non. Lui-même le sait. Lui-même dit à Doniasol de ne pas le suivre. Je te ferai du mal. Il dresse de lui un autoportrait en grand dépressif. Je suis une force qui va, oui, mais où? Il va à sa perte. Ce n'est évidemment pas un modèle à suivre que de courir à sa perte. Fait-il le bon choix au dénouement lorsqu'il accepte de se suicider à la demande de Don Ruy Gomez, lorsqu'il accepte d'obéir au serment qu'il a passé devant les ancêtres de Don Ruy Gomez, devant la galerie de portraits des ancêtres de Don Ruy Gomez et au nom de son père? Ce n'est pas certain. Don Ruy Gomez peut ne pas nous apparaître du tout comme un héros, puisqu'il est le barbon, le vieillard qui veut épouser la jeune femme contre son gré, et qu'il est celui qui, à la fin, veut obtenir absolument sa vengeance et fait plutôt figure de traître de mélodrame. Donc on peut penser que Don Ruy Gomez est un personnage assez négatif. Mais en même temps, sur lui repose une grande part du sublime de la pièce. Du sublime, pourquoi? D'abord parce qu'il a conscience d'être grotesque. Il est grotesque en tant que barbon, mais parce qu'il sait que Doniasol ne peut pas l'aimer, il a cette tirade magnifique où il lui dit à quel point il est jaloux des jeunes hommes qu'elle peut voir dans la rue, qu'elle peut croiser, à quel point il se sent ridicule d'être vieux et d'aimer hors de saison. Cette conscience qu'il a de son ridicule le rend sublime. Là, on a un renversement du grotesque vers le sublime qui est tout à fait typique de l'esthétique hugolienne. Il est sublime aussi parce qu'il dit la loi de l'honneur aristocratique et que cette loi est une loi généreuse. Au moment où il peut perdre son rival, celui qui s'est introduit chez lui à l'acte 3, déguisé en pèlerin pour lui voler sa fiancée, au moment où il a le moyen de s'en débarrasser en le livrant au roi, tout au contraire, au lieu de livrer son hôte, il le protège, et ça, protéger son hôte, c'est tout à fait une loi de l'honneur aristocratique que Don Ruy Gomez place au-dessus de tout. Et dans cette mesure-là, c'est aussi un personnage sublime. Don Carlos. Don Carlos, au début de la pièce, n'est pas du tout un personnage sublime, c'est un personnage comique, un personnage de vaudeville qui se cache dans l'armoire, un personnage roué aussi, qui invente une excuse pour expliquer quand il se retrouve pris en flagrant délit chez Doniasol. Il invente une excuse auprès de Don Ruy Gomez en lui disant qu'il est venu pour parler de la succession, puisque l'empereur Maximilien est mort et qu'il lui faut un successeur. Il se comporte aussi comme traître de mélodrame à l'acte 2 lorsqu'il veut enlever Doniasol. Enlever, c'est-à-dire faire un rapt. Et un rapt, c'était un petit peu une métaphore du viol dans le mélodrame de l'époque. Donc il se comporte en parfait goujat. Mais il acquiert un statut parfaitement sublime à l'acte 4 lorsque il devient empereur
Et il le devient non pas seulement parce qu'il a été élu empereur, mais parce qu'il prend conscience de la vérité de sa légitimité en tant qu'empereur. Et cette vérité de sa légitimité, il prend conscience qu'elle lui vient du peuple. Dans son grand monologue, là, cette grande tirade que Hugo avait coupée d'ailleurs pour la première, parce qu'elle était trop longue, les acteurs le lui avaient dit. Cette grande tirade, ce grand monologue de Don Carlos dit quelque chose qui est tout à fait anachronique au temps de la fiction, au XVIe siècle, mais qui est tout à fait conforme au temps de l'écriture, c'est-à-dire le XIXe siècle, 30 ans après, ou 30 ou 40 ans après la Révolution française, que c'est le peuple qui donne sa légitimité au pouvoir, hein, dans cette grande métaphore du peuple océan qui peut, par ses mouvements, par ses remous, faire s'écrouler des trônes, dont Hugo utilise la métaphore du frêle esquif du petit bateau pour figurer leur fragilité des trônes. C'est le fait que Don Carlos soit conscient que sa légitimité au fond est populaire, hein, fait sa grandeur, fait son caractère visionnaire. Et d'autre part, Don Carlos devient empereur d'Europe, au fond, et il porte un discours qui est un discours européen. Hugo lui fait porter un discours politique qui est un discours très progressiste, un discours d'avenir, beaucoup plus progressiste que l'idéologie aristocratique de Don Ruy Gomez et d'Hernani. Car, ça c'est aussi un point qui fait que Hernani n'est peut-être pas un héros complètement positif, ou en tout cas peut-être que politiquement il n'est pas un héros d'avenir autant que Don Carlos. Hernani a une idéologie qui est une idéologie aristocratique assez réactionnaire, au fond. Ce qu'il veut, c'est récupérer ses titres, redevenir Jean d'Aragon et tous les autres titres que Don Carlos, devenu Charles Quint, lui rétrocède, lui rend, qui étaient les titres de son père. Donc finalement, Hernani, qui est à la fois un montagnard, un chef de bandits, un héros qui pourrait sembler un héros populaire, une sorte de Robin des Bois, à la fin, il est tout fier de rentrer dans ses titres et de redevenir un grand d'Espagne. Reste, comme personnage héroïque, peut-être le plus héroïque de tous, Donia Sol. Donia Sol, qui est le personnage central autour de laquelle sont les trois hommes, Tres Paraona. Et elle, c'est un personnage très nouveau, vraiment très construit, très admirable, écrit par Hugo. C'est à la fois une grande dame, de très haute noblesse espagnole, une aventurière, puisqu'elle voudrait suivre Hernani dans son exil, et une femme qui, au dénouement, a une vision supérieure à celle de Don Ruy Gomez et à celle d'Hernani sur le sens du geste qu'accomplit Hernani. Quand Hernani accepte de se suicider, il entend le son du corps et il se dit « Je dois absolument respecter le serment que j'ai passé de me suicider le jour où Don Ruy Gomez me le demandera. Ça y est, Don Ruy Gomez me le demande, je dois donc me suicider. » Ce faisant, il ruine son mariage, il ruine le destin de Donia Sol, il pousse involontairement Donia Sol au suicide. Quand Donia Sol essaye de le dissuader d'accomplir ce geste, elle lui dit que accomplir ce serment serait une folie. Il y a deux manières de comprendre cette réaction de Donia Sol. Une manière un petit peu superficielle qui consiste à dire la pauvre, elle ne pourra pas connaître sa nuit de noces, sitôt mariée, son amant se suicide, c'est vraiment trop dur pour elle, elle n'arrive pas à supporter ce malheur, alors elle dit que c'est une folie. Ça, c'est une lecture un petit peu superficielle. Une lecture plus substantielle consisterait à lui faire crédit et à considérer qu'elle a raison de juger ce serment nul et non avenu. Si on considère ce serment nul et non avenu, on peut se dire ah, mais alors on n'a pas le sens de l'honneur. Hein. On a juré, il faut accomplir ses serments. Eh bien non, pas forcément. Quand on passe un serment sous la contrainte, quand on passe un serment dont l'enjeu est de mourir, promets-moi que tu mourras, eh bien on peut aussi tout à fait considérer moralement que ce serment ne vaut rien, qu'on doit le passer,
pour sauver sa vie, qu'on ne doit pas, évidemment, obéir à son bourreau, qu'on peut passer à son bourreau un tel serment, mais qu'une fois qu'on s'est sorti d'affaire, il y a des serments que l'on peut, que l'on doit peut-être même, ne pas tenir.